Eh bien bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle saison de la chronique des Barbaries, donc, qui recommence en septembre après une interruption au mois d'août. Donc, qu'y a-t-il au programme ce soir? Donc, petite vérification sonore. Je voudrais bien excusez. Donc, ce soir, nous avons où en sommes-nous du Covid-19 ? Bon, c'est un petit peu une rubrique récurrente, hein, vous la connaissez. Qu'est-ce que la barbarie ? Puisque la barbarie, nous avons besoin de la redéfinir, puisqu'il y a pas mal de gens avec qui j'ai pu discuter ces derniers temps qui, je pense, ont une appréciation un peu faible de ce que ça veut dire que la barbarie. Le 11 septembre 2001, point de bascule vers la barbarie. Néofascisme, une nouvelle fois ce qualificatif avec l'exemple de la viande de cheval. On a eu un exemple de la vie quotidienne. Et on finira, comme toujours, à un hommage à des victimes des barbaries. Mais avant cela, j'aurais voulu vous soumettre un peu également, comme à l'accoutumée, une réflexion une maxime de Gaston Courtois. Un chef ne doit pas se contenter de prendre une décision. Il faut que cette décision s'incarne dans la réalité. Ce qui compte, ce n'est pas l'ordre donné, c'est l'ordre exécuté. Très important, vous en conviendrez. Bien. Alors, avançons un petit peu. Avant toute chose, avant de rentrer dans le vif dans cette chronique des barbaries, un petit peu d'espoir, malgré tout, pour commencer. Après cette maxime qui devrait être méditée plus souvent, sans doute, par nos dirigeants et par nos chefs d'une manière générale. Émergence. Donc un manifeste, c'est-à-dire un livre qui va être édité dans les semaines à venir, dont je suis l'auteur, et donc un livre court, donc édité dans les prochaines semaines, un livre court destiné à un large public, un livre sous une forme électronique, mais surtout et avant tout sous une forme physique, un livre d'une trentaine de pages, et vraiment destiné à très large public, à tout public, pour expliquer la démarche et la nécessité de l'émergence d'une nouvelle civilisation, d'un rebond civilisationnel, d'une nouvelle orientation civilisationnelle, donc qui commence à être posée dans cette premier volet d'émergence, dans ce premier manifeste, donc qui se veut un petit peu le point de départ de vraiment d'une campagne et d'un rebond nécessaire de notre civilisation. L'idée est d'avoir une distribution virale, donc avec un prix modique de 3 €. Et donc, distribution virale, ça veut dire que vous serez appelé à travailler, à contribuer. Et si vous partagez le constat et les constats que je fais, eh bien, vous pourrez commander des livres pour 3 € et les diffuser autour de vous, hein, et dans les endroits où on peut diffuser des livres. Voilà, c'est un geste que vous pourrez faire, un geste concret, un geste important si, justement, hein, si on veut réorienter la démocratie pour échapper à la barbarie et ouvrir un avenir bonifié, puisque c'est notre mission et c'est aussi la seule réponse à la hauteur des défis qui sont face à nous, hein, qui ne sont pas du tout négligeables, et ce ne sera pas des petites réponses qui pourront
y pourvoir. Voilà. Ceci étant dit, nous allons aborder donc le premier thème de cette chronique des barbaries, toujours le Covid-19, hein, puisque c'est un thème de barbarie très important. Nous y reviendrons dans ce numéro. Toujours à partir des chiffres du Johns Hopkins University. Donc on voit que les zones rouges, les États-Unis, c'est toujours la zone la plus rouge, hein, avec l'Inde et le Brésil. Donc toujours 188 pays et régions. Nous avons une mise à jour qui a été faite ce matin. Le nombre de cas s'élève à 28 millions. Cas globaux recensés. Le nombre de décès aux États-Unis s'enlève à 191 791. Donc ça reste le pays où il y a eu le plus de morts. Le Brésil, le deuxième pays où il y a le plus de morts, avec 129 522 décès. Et l'Inde, qui est troisième à 76 271 décès. Toutefois, l'Inde a aujourd'hui dépassé le Brésil en nombre de cas et la croissance est vraiment exponentielle. Elle est presque, la courbe est presque verticale et on peut s'attendre à ce que l'Inde devienne le deuxième pays, le pays le plus, avec la mortalité la plus importante en valeur absolue dans le monde à terme. Donc voici la courbe. Donc là on est à près donc le nombre de cas globaux de décès. Donc là on est à presque 30 millions de cas avérés, avec 909 828 décès. Donc nous approchons du million de décès. Et des gens guéris, un peu plus de 19 millions de gens qui ont guéri. Donc des gens qui ont été diagnostiqués et guéris. Peut-être qu'il y en a plus dans la réalité. Donc si on regarde un petit peu en fait le taux de mortalité, c'est toujours pareil selon cette métrique, hein, que je rappelle qui est un majorant. Donc on s'approche de plus en plus de la réalité. Hein. Donc on est parti il y a 11 semaines à un taux de mortalité de 9%. Pour aujourd'hui arriver à un chiffre global, hein, ce qui ne tient pas compte des particularités des différents pays, puisque les différents pays, suivant le système de santé, et suivant la politique qui a été menée, les taux peuvent être assez différents. Hein. Mais actuellement, le taux de mortalité s'élève à 4,6%. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui seraient atteintes, ça veut dire qu'il y aura un arrêt, un peu plus de 4 qui décéderaient. Ce n'est pas du tout négligeable, mais comme je rappelle, c'est un majorant et nous allons voir un petit peu plus précisément en fait quel est l'ordre de grandeur réel que l'on peut estimer du chiffre de taux de mortalité. Alors si on prend la Suède par exemple, pour voir un pays où il n'y a pas eu de confinement, ou très peu, et où il y a eu, après une popularisation des gestes, ce qu'ils appellent les gestes barrières, etc., le masque et tutti quanti, et bien là, on est au-dessus de ce taux de mortalité. Hein. Donc on voit quand même que ne pas avoir confiné a quand même eu des impacts, puisqu'ils sont à un taux de mortalité de 6,3%. Toutefois, il faut bien noter, on voit bien qu'ici que la courbe s'aplatit. Donc ça, c'est vraiment très important, puisque en fait, même si le nombre de malades continue d'augmenter, la courbe des décès, elle, c'est la courbe blanche, la courbe des décès, ça c'est la courbe des cas avérés, elle reste plate. Donc ça veut dire qu'il y a, comme je l'ai dit dans des précédentes émissions, il y a une meilleure prise en charge globale de la maladie. Hein. Donc on sait maintenant un petit peu comment l'adresser, etc., pour que même si on l'attrape, c'est pour ça que je disais, plus on l'attrape tard, mieux c'est, puisque la prise en charge globale, même si on n'a pas de médicaments, même si on n'a pas de vaccin en place,
bien, la prise en charge globale est meilleure, ce qui fait qu'on arrive à, je ne veux pas dire à plus mourir du Covid, mais quasiment, quoi. Ces courbes plates, c'est ce que ça veut dire. Si on prend un autre exemple que j'avais pris, hein, qui est la Biélorussie, donc là, avec eux, ils ont un taux vraiment très intéressant. Bon, là, on ne voit pas l'échelle, hein, mais on est à 80 000 et là, on est à 700 morts, 732 morts en Biélorussie, avec un système, je le rappelle, un système de santé hérité de l'Union soviétique. Donc, c'est le pays d'Europe qui a le plus de lits d'hôpitaux par habitant. Tout pays d'Europe confondu. Donc, c'est un des pays qui a le meilleur taux de couverture médicale. Donc ça, c'est intéressant. Et donc là, c'est ce qu'on a voyé à un moment donné également aux États-Unis. On arrive à un taux de mortalité de 1%, hein, puisqu'on est à peu près à 70 000 cas pour environ 700 morts. Donc on arrive à environ 1%, un taux de mortalité de 1%. C'est loin d'être négligeable, hein. Pour les gens qui disent que c'est rien, etc. La grippe saisonnière, on est plutôt dans les 0,1%. Là, on est à un niveau qui est 10 fois supérieur à la grippe ordinaire, hein, qui tue aussi, hein, la grippe ordinaire. Mais là, en gros, ce qu'on peut estimer, c'est qu'on tue le coronavirus tue 10 fois plus, et aussi il y a des effets secondaires qui sont pas forcément, qui sont assez importants. Alors, et en France? En France, nous sommes à 30 819 morts depuis le début de l'épidémie, mais ce qu'on voit, et ça c'est assez inquiétant quand même, hein, enfin bon, je pense que je ne suis pas le seul à le dire, mais ça c'est une courbe qui l'illustre vraiment parfaitement, c'est le nombre de cas en France. On voit que, bon, voilà, on est au mois de mars, hein, donc là on démarre début mars. Bon, là il y a eu le confinement, donc on a cassé la croissance exponentielle. Et là, on a relâché le confinement, et là, on voit que le nombre de cas, il s'envole presque à une pente supérieure à ce qu'on connaissait au début, hein. La pente, là, elle est presque plus raide. Il faudrait la mesurer, hein, par la dérivée de la courbe. Mais elle semble, à l'œil, en tout cas, elle semble plus raide que là. Bon, après, on a une meilleure prise en charge, comme on disait, mais bon, après, il ne faut pas que le système de santé soit saturé. Bon. Alors, ce qui est rassurant, effectivement, c'est comme pour d'autres pays, on voit que la courbe de la mortalité et l'incidence de la mortalité est beaucoup moins importante, hein. On est quasiment sur une courbe plate. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets, hein. C'est pas une bonne nouvelle pour les gens qui décèdent, hein. Mais on a moins de risques de décéder si on attrape le coronavirus en l'état actuel des choses. Il est évident que si là, cette croissance exponentielle continue, on risque de saturer le système de santé peut-être, et du coup, là, on risque d'avoir une nouvelle envolée du nombre de décès. Bon. En tout cas, on a eu près de 90 000 personnes qui sont guéries du coronavirus, et en France, nous sommes à un taux de mortalité qui n'est pas de 1%, hein, mais qui est de 2,56%. Hein, sur le réalisé, c'est-à-dire sur les gens qui ont été malades. Donc là, voilà la situation. Donc, je vous laisse vous faire votre opinion vous-même, hein. Mais bon, voilà, c'est les chiffres. Après, voilà, on peut toujours remettre en cause les chiffres. Bon. J'ai eu des gens de ma famille j'ai eu quelques connaissances qui ont eu le coronavirus. C'est pas une grippette, hein, vraiment. Et je le souhaite pas. Donc, il vaut mieux être malade aujourd'hui qu'hier, ça c'est sûr, mais bon, voilà. Alors, par contre, sur le Covid, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, il faut s'habituer. Et là, par contre, là je ne suis pas d'accord, puisque ça veut dire, on a des barbaries comme ça, et je vais expliquer en quoi c'est une barbarie, le Covid. Mais il faudrait s'habituer, donc il faut s'habituer à vivre avec le virus, avec un masque, avec tout un tas de trucs comme ça, puis se dire bonjour. Plus dire bonjour, c'est affreux, quoi. Comme hier, on nous disait, il faut s'habituer à vivre avec les terroristes, avec les islamistes, il faut s'habituer à vivre avec. Non. Trop, c'est trop. Moi, je refuse de faire avec. Je refuse de vivre avec ça. Ça peut être des choses temporaires, mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut s'habituer à vivre avec les islamistes, avec le virus, etc., etc. Non.
Moi, je m'excuse, mais je le refuse. Je pense que ce qui était possible hier est encore possible demain, et je ne vois pas pourquoi, au contraire, on n'essaierait pas d'améliorer les choses. Hein. C'est quand même le sens, au moins on peut l'espérer. En tout cas, c'est pour ça que je me bats. C'est le sens de l'histoire, c'est qu'on aille plutôt vers du mieux, plutôt que d'aller vers des choses avec des contraintes de plus en plus importantes. Donc non, moi personnellement, je ne m'habituerai pas et je refuse de m'habituer à ça. Et je vous invite à faire de même. Alors, justement, qu'est-ce que c'est que cette barbarie? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Hein, parce que, en fait, je m'aperçois que on n'a pas de définition très claire dans les dictionnaires. À chaque fois, c'est des définitions assez bizarres. C'est pour ça que j'avais posé une définition. Pour ceux qui suivent depuis un certain temps, vous connaissez cette définition, mais je vais la rappeler. Hein, puisqu'en fait, c'est une définition que je pose et qui est posée dans le droit fil de ce qui est proposé, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des agissements nuisant gravement aux besoins du corps ou de l'âme. Voilà la définition posée par une perspective, la 6ème République, de la barbarie. Voilà la définition qu'on pose. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout d'abord que ce sont un ensemble d'agissements. Donc la barbarie, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un état d'esprit, ce n'est pas un sentiment, non. C'est un ensemble d'agissements, donc un ensemble de faits. Donc on n'est pas là dans le subjectif, on est dans l'objectif. Ensemble des agissements. Donc les agissements, ça peut être aussi des paroles, mais tant que ça en reste qu'aux paroles, ça peut encore, et encore, bon, il y a certaines paroles qu'il faut éviter, hein, mais on pourra en discuter par ailleurs. Mais l'essentiel, ce sont des agissements dans le monde réel, concret, des faits avérés. Donc voilà, c'est pas un sentiment, comment dire, le sentiment d'insécurité, le sentiment de ceci, comme si c'était de la fumée Non, la barbarie, ce sont un ensemble d'agissements. Première chose. Nuisant gravement. Donc, des agissements qui font du mal, qui font le mal, pour appeler les choses par le nom, mais qui font le mal, après il y a différentes graduations, gravement. Donc gravement, c'est vraiment tuer quelqu'un. Par exemple, c'est nuire gravement à la personne. Hein. Nuire gravement aux besoins du corps ou de l'âme. Donc du corps, tuer quelqu'un, c'est évident que c'est lui nuire gravement, puisque après il est mort. Bon, mais ça, je dirais, c'est un cas, c'est le cas le plus marquant et le plus simple à expliciter, mais aussi la torture psychologique ou l'ambiance dans laquelle on vit, avec le Covid par exemple, les privations de liberté, ça, on nuit pas forcément au corps, mais on nuit à l'âme. Et ça, c'est au moins aussi grave, sur le long terme. Donc, des choses qui nuisent gravement. Bon, si on nuit pas trop gravement, vous sentez, par exemple, des gaz d'échappement pendant 5 minutes, ça vous nuit, mais bon, c'est pas très grave non plus. Voilà. Ensemble, des agissements, des actions qui nuisent de façon profonde, forte, gravement, aux besoins du corps et de l'âme. Voilà, c'est ça la définition de la barbarie. C'est pas autre chose, c'est pas quelqu'un qui parle une autre langue, etc. La barbarie, telle qu'on l'emploie ici, dans ce contexte, c'est ça. Et on va voir qu'il y a plein de choses qui rentrent dans cette catégorie, qui sont des faits avérés, justement, et qui nuisent gravement. Les besoins, alors on va dire, que sont ces besoins du corps et de l'âme? C'est ceux définis par Simone Weil, puisque c'est elle qui a posé qui a repris, mais qui l'a formulé sous cette forme, des besoins du corps et de l'âme, mais elle s'inscrit dans toute une tradition philosophique, évidemment, plus un certain nombre des travaux de Michel Kluskar, dont je parlais par rapport notamment au travail, que Simone Weil n'avait pas intégré dans les besoins de l'âme, mais qui sont tout à fait fondamentaux et très importants, et que nous proposons d'ajouter à cette liste de besoins, et un certain nombre d'autres besoins, notamment sur les besoins du corps, où elle était un petit peu... je dirais, elle ne les a pas trop détaillés, elle s'est surtout attachée à définir les besoins de l'âme qui sont les plus difficiles, et donc étaient ceux sur lesquels c'était le plus pertinent qu'elle intervienne. Les besoins du corps, on arrive à peu près à en faire la liste si on s'y attelle. Voilà.
Donc avec d'autres, comme l'intégrité du corps, par exemple, qui à l'époque où elle posait ça, au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, l'intégrité du corps, c'était pas forcément quelque chose qui n'était pas si évident que ça. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de modification des gens et d'inhumanisation des gens, l'intégrité du corps devient quelque chose qui est important de prendre en compte et d'ajouter à cette liste. Pour une explication et vraiment d'où vient cette définition et pourquoi c'est cette définition, etc., avec une liste plus détaillée des besoins du corps et de l'âme, etc., je vous renvoie au mercredi de l'espoir du 6 mai dernier, que vous pourrez trouver sur le site imp6r.org. Alors, voyons un petit peu ce que n'est pas la barbarie. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah ouais, mais on est déjà dans la barbarie depuis longtemps, etc. » Quand on a cette définition-là, on a une définition claire et on peut dire « ça c'est de la barbarie, ça c'est pas de la barbarie ». Ce que n'est pas la barbarie, parce que je l'ai entendu, par des gens quand même, pas par des imbéciles, je dirais, par des gens assez qualifiés, même des gens, des intellectuels. Hein. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne le citerai pas, mais Jean-Marc Ayrault comme Premier ministre, quand Jean-Marc Ayrault a été mis comme Premier ministre, eh bien ça c'était une barbarie. Ben non. Ben non. Le fait qu'on choisisse une personne, fût-il Jean-Marc Ayrault, qui est peut-être pas, qui est peut-être pas qualifié, ou enfin, peu importe ce qu'on pense de cette personne, en soi, ce n'est pas une barbarie. Non. Le fait de mettre Jean-Marc Ayrault comme Premier ministre, ce n'est pas une barbarie. Et quand on a la définition qu'on a posée précédemment, c'est évident. Eh bien, il y a des gens, malheureusement, qui pensent que c'est une barbarie d'avoir mis Jean-Marc Ayrault. Bon. Ils sont dans l'erreur. Ou, j'ai entendu également un autre de mes amis, qui va se reconnaître certainement, qui dit « Ah, la barbarie, c'est depuis la loi du 3 janvier 1973 sur la Banque de France qui obligeait le Trésor public à emprunter. » Je vous renvoie à la loi sur la Banque de France de cette époque-là, effectivement, qui a été faite par Giscard d'Estaing. Bon, ça c'est une loi de finances. Alors après, on en pense ce qu'on veut, etc., que c'était l'antichambre, etc., de ce qu'on a connu après, avec l'euro et la Banque centrale et l'obligation. Mais on est quand même très en amont, et en soi, de toute façon, ce n'est pas quelqu'un qui va attaquer votre âme ou votre corps, c'est une loi de la Banque de France, avec le Trésor public. Ça peut être une mauvaise loi, ok, mais ce n'est pas une barbarie. La barbarie, ce n'est pas cela. La barbarie, on va en avoir des exemples. Donc ça, c'est vraiment être dans l'erreur et dévaloriser la barbarie. Parce que la barbarie, c'est un sens bien précis et c'est quand même pas sympathique comme ça. Parce que la barbarie, c'est quoi? Par exemple, la guerre. Toute guerre est une barbarie, puisqu'on va tuer des gens. Par définition, une guerre est forcément une barbarie. Voilà. On n'est quand même pas dans la même dimension qu'une loi qui est adoptée ou que la nomination d'un Premier ministre. Soyons sérieux, un petit peu quand même. Les mots ont un sens. Le confinement. Oui, le confinement du Covid-19 et les restrictions des libertés qui vont avec, le port du masque, etc., le fait d'être obligé d'être enfermé, la liberté, ça fait partie c'est même cité 2 fois par synonyme, tant la liberté en tant que telle et la liberté d'opinion et d'expression, est cité 2 fois dans les besoins de l'âme de Simone Veil, c'est un des besoins de l'âme les plus importants. Ça, c'est une barbarie. Sans conteste, le confinement et les conséquences du Covid-19 sont une barbarie. Et le système qui permet que le Covid-19 se diffuse et soit mis en place, c'est complètement une barbarie. Autre barbarie évidente, et mettre une loi ou l'adoption, ou Jean-Marc Ayrault sur le même plan, c'est même assez... Je trouve pas de mots appropriés, mais c'est pas la même chose quand même. Le massacre de Charlie Hebdo avec plein de morts, du sang partout, ou du Bataclan avec des dizaines de morts massacrés comme ça. Bon, non,
C'est pas la même chose que d'adopter une loi, c'est pas la même chose que de nommer un Premier ministre. Non, non, non et non. Définitivement non. Vous allez dire, moi j'invite les gens qui sous-estiment et qui banalisent le mot barbarie à aller expliquer aux gens qui ont eu de la famille ou des gens qui sont morts du Covid-19 ou des gens qui sont morts à la guerre que nommer un Premier ministre, c'est la même chose que ce qu'ils ont vécu ou ce dont ils sont morts et ce qu'ils ont subi. Non, non, non. La barbarie, oui, ça c'est la barbarie. Et ça c'est ce qui nous pend au nez. Enfin, c'est même pas ce qui nous pend au nez, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Dans le passé, les bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. C'est-à-dire que on a lancé des bombes, les plus horribles des bombes qui existent, les bombes atomiques les plus puissantes, sur des populations civiles, sur des femmes, des hommes et des enfants. C'est ça Hiroshima et Nagasaki. On est à un cran supérieur à la guerre, voyez, et de façon totalement aveugle. Ça, c'est la barbarie. Voilà ce que c'est que la barbarie. Et quand je parle de la barbarie, que nous allons vers la barbarie, c'est ça. Et ça, c'est pas des faits. Hein, ensemble d'agissements. Là, on n'est pas dans le sentiment, dans le subjectif. Non. Tout ça, ce que je cite là, ce sont des faits. Ce sont des réalités. Après, on regarde la réalité en face ou pas. Et ça, c'est justement. La réalité, la barbarie n'est pas une banalité. Et refuser de regarder la réalité en face, ça, c'est minimiser les choses, c'est se rassurer. C'est en fait se dire, oh bon non, si la barbarie, c'est de nommer un Premier ministre, ou c'est de promulguer une loi, alors ça dépend quelle loi, évidemment. Si la loi, c'est de dire on vous supprime toutes les libertés, cette loi est une loi de barbarie. Mais la loi sur des trucs financiers, franchement, soyons sérieux, quoi. C'est aussi et surtout se mentir à soi-même. Moi, j'ai décidé de ne plus me mentir à moi-même. Et si quelqu'un m'amène des éléments en me disant vous vous trompez sur tel élément, et c'est ça la réalité, mais j'en suis ravi. Parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est le réel. Être dans la réalité pour pouvoir s'en sortir. Parce que se mentir, il n'y a rien de pire, puisque si vous mentez à vous-même, comment vous voulez avancer dans quelque domaine que ce soit? C'est totalement impossible. Et la barbarie, dernier élément, se mesure en degrés. C'est-à-dire que une société, quelqu'un, un acte, est plus ou moins barbare. Ce n'est pas binaire. Bon, il y a des choses qui sont de toute évidence barbares et très barbares, comme tuer quelqu'un. Mais quoique ça pourrait même être dans un cas de légitime défense, par exemple, ou dans un accident de voiture, et là, il n'y a pas une barbarie. Vous voyez, ce n'est pas l'acte en lui-même. Hein. C'est un ensemble. Et en fait, la barbarie se mesure en degrés. Et justement, avec ces besoins du corps et de l'âme, on peut qualifier de dire tel régime, telle civilisation, tel ensemble social est, on peut le graduer de tel niveau à très barbare, moins barbare, plus barbare, très civilisé, etc. etc. Ce n'est pas binaire. Hein. Et c'est justement ce qu'on essaye de... Quand on stigmatise les gens qui parlent de barbarie, etc., ils veulent justement enfermer dans cette binarité en disant « Ah, c'est barbare ou c'est pas barbare ». Non, la barbarie, il y a des graduations. On voit par exemple, dans la guerre, je viens de l'illustrer avec Hiroshima et Nagasaki, la guerre c'est une chose, mais on tue des militaires, bon voilà, c'est une barbarie. Ok. Mais Hiroshima et Nagasaki, on est déjà en guerre, et on en rajoute en bombardant de façon aveugle et en massacrant de façon aveugle des femmes, des enfants et des hommes, on rase des villes entièrement. Ou Dresde, là c'était avec des armes conventionnelles, mais c'est de même nature, ce qui s'est passé à Dresde dans la Deuxième Guerre mondiale, hein, toujours par les Américains d'ailleurs, on le remarquera, c'est peut-être pas un hasard, sans doute pas même. Ça, c'est un degré supérieur dans la barbarie. Vous voyez ? Donc la barbarie, ce n'est pas binaire, c'est gradué. Et ça, c'est très important de le comprendre. Voilà ce qu'est la barbarie. J'y reviendrai parce que c'est un débat qui est récurrent. Il faudra expliquer et avoir une définition. C'est pour ça que j'ai posé cette définition claire et très précise de la barbarie, parce que c'est nécessaire de savoir de quoi l'on parle. Et là,
on a un instrument, une définition, un instrument de mesure pertinent, fiable. Voilà, j'en ai fini sur cette première partie. Si vous voulez aller plus loin, je vous renvoie au mercredi de l'espoir du 6 mai dernier. Donc, unifier les Français face à la barbarie, et la barbarie où il y a un détail justement sur les différents éléments, sur les besoins du corps et de l'âme. Donc, je vous renvoie à cette émission qui est disponible sur le site impcr.org. Là, vous aurez une émission qui va vous brosser vraiment tout en détail, de façon plus exhaustive, comment on arrive à cette définition et ce qu'on met dans les besoins du corps et de l'âme. Et une liste non exhaustive, mais déjà assez importante, des différentes barbaries que nous vivons aujourd'hui. Alors, c'est la chronique des barbaries. Le 11 septembre 2001, eh bien, c'était il y a 19 ans aujourd'hui. Jour pour jour. 19 ans. C'est pour moi ce que j'appelle le point de bascule vers la barbarie. Parce que ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas des barbaries, hein, il y a eu des guerres, etc., etc. Mais là, il y a eu une bascule qui s'est opérée il y a 19 ans avec l'attentat dans les tours jumelles de New York. Pourquoi est-ce un point de bascule? Est-ce une inflexion, un degré supplémentaire vers la barbarie? Eh bien, parce que c'est la première fois que l'Empire est frappé au cœur. À New York, l'Empire qui domine le monde, l'Empire américain, est frappé en son cœur. Les tours jumelles, c'était des tours où il y avait toute la finance, une bonne partie de la finance et des entreprises mondialisées ont été frappées à cette occasion. L'Empire frappé au cœur. C'est comme à l'époque de l'Empire romain, quand Rome a été envahie. Hein. C'est arrivé aussi. Hein. Voilà, mais là, l'Empire frappé au cœur, à New York. Ça veut dire que l'Empire perd le contrôle. On n'est pas en mesure de protéger son sein du sein, la place financière, la place qui dirige le monde de cette manière, ça veut dire qu'on a perdu le contrôle quelque part, obligatoirement. Autre élément, ça montre que les États, alors l'État américain en l'occurrence, mais les États d'une manière générale, et on le mesure par le mouvement souverainiste actuellement qui vise justement à dire l'État doivent reprendre de la souveraineté, doivent reprendre du contrôle, les États contrôlent de moins en moins la situation, y compris l'État le plus important du monde, le plus riche du monde. En fait, cet événement marque l'entrée dans le XXIe siècle. Le XXe siècle était le siècle des guerres et des révolutions. C'était la guerre de l'affrontement du capitalisme et du communisme et du socialisme. Eh bien, le XXIe siècle marque l'entrée dans une nouvelle ère, l'ère, je dirais, où cet affrontement est terminé, où je l'ai montré mercredi dernier, j'en ai parlé encore mercredi dernier, dans les mercredis de l'espoir, où en fait, ce qu'on a dit, c'est que le capitalisme a gagné, hein, c'est Warren Buffett qui a dit ça, je crois. La lutte des classes est terminée, nous l'avons gagnée. Bon, la lutte des classes n'est jamais finie, mais bon, bref. Globalement, ils ont gagné au niveau politique. Hein. Mais du coup, ça veut dire qu'on s'oriente vers la barbarie. Comme je l'ai explicité mercredi dernier, dans les mercredis d'espoir du 8 septembre. Donc on rentre dans le XXIe siècle, dans une ère où des groupes sociaux ont plus de pouvoir que des États, qui n'était jamais arrivé auparavant. Donc que la nation. Parce que les États, normalement, sont l'expression de la nation, et aussi, dans ce qu'on appelle les démocraties, l'expression de la volonté du peuple, de la volonté démocratique.
des groupes sociaux ont plus de pouvoir que des États. Quelques exemples? Les multinationales. Les multinationales ont plus de pouvoir que des États, que beaucoup d'États, même des États très conséquents. Des groupes islamistes, terroristes, ont plus de pouvoir que des États. Puisqu'ils arrivent à les faire plier, à les faire infléchir leur politique, et sans qu'ils arrivent à s'en sortir. Prenons le Mali, par exemple, où la France et le gouvernement malien, il vient de tomber, IBK, n'arrivent pas, face à des islamistes, voilà, à maîtriser cette situation. Voilà. Même s'ils sont moins nombreux, même si les actions qu'ils mènent font qu'ils sont plus forts que des États. Mais il y a aussi le monde de la finance, qui n'est pas la même chose que les multinationales, hein, c'est une autre, mais le monde de la finance aussi est plus fort que des États. La Banque Centrale Européenne, par exemple. Donc c'est un point de bascule, on a basculé dans une autre ère, dans le XXIe siècle. L'ère, on pourrait dire, de quelques... Ça pourrait être assimilé à quelques clans, à quelques gangs, en définitive, ces groupes sociaux. Il y en a d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que les situations, il y a plein de situations qui sont devenues hors de contrôle. Complètement hors de contrôle. Je vais en citer quelques-uns. Le réchauffement climatique, c'est hors de contrôle, complètement. On continue à brûler de plus en plus de pétrole, de plus en plus de charbon, de plus en plus de gaz. Hors de contrôle. Alors qu'on sait que c'est ce qui provoque le réchauffement climatique qui va avoir des effets délétères gigantesques sur toute la planète. Mais c'est la même chose pour l'extinction des espèces. Puisqu'on pollue de plus en plus, on met de plus en plus de plastique partout, il y a des océans de plastique, enfin des continents de plastique dans les océans plus exactement, et on massacre, après il y a les pesticides, il y a plein de facteurs où l'expansion humaine, avec l'installation et l'occupation de l'espace par les êtres humains, qui font qu'il y a des extinctions massives des espèces. Donc c'est complètement hors de contrôle également. Personne ne contrôle ça. C'est juste l'effet des activités humaines. Un autre domaine, le transhumanisme. Le transhumanisme, ce qui se met en place avec... alors dans le transhumanisme, vous avez le bas de gamme que j'appellerais, c'est la chirurgie esthétique, jusqu'au haut de gamme, où est-ce que on veut greffer des ordinateurs dans les corps des humains, les augmenter, etc. etc. On n'en est qu'au début encore du transhumanisme. Mais on va vers, hein, Elon Musk et ces gens-là, ils promeuvent tout à fait ça. Hein. Bon, après, je peux parler aussi du big data et du contrôle. Hein. C'est quelques exemples simplement, sur lesquels on n'a pas de contrôle. Ce sont des groupes là pour le coup, ce sont des groupes, ce sont des activités humaines. Bon, l'islamisation, j'en ai déjà parlé, hein, mais qui se répand. Hein, alors là, ils ont peut-être un petit peu pris un coup avec Daesh, mais ils changent de stratégie, ils s'adaptent. Et puis, la pandémie. Les pandémies, puisque celle qu'on connaît là de Covid-19, elle est la plus connue, mais il faut bien savoir qu'il y en a une tous les 10 ans maintenant. Il y en a une tous les 10 ans. Donc ce n'est pas du tout comme précédemment, où il y en avait une tous les 50 ans, etc. etc. Là, l'intervalle se rapproche entre les pandémies. Bon, je vous renvoie également aux émissions à ce sujet-là. Mais en fait, il y a des gens qui croient, c'est un peu toujours pour se rassurer qu'il y a un complot, etc. Non, il n'y a pas de complot. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui font des complots. Ça existe, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que tout ce que je suis en train de lister là, il n'y a pas de complot. C'est juste qu'on ne maîtrise que dalle. C'est juste que nous gouvernons, et personne est capable de gouverner, de maîtriser quoi que ce soit sur aucun de ces éléments-là. Sur le transhumanisme, c'est la même chose. Supposez qu'un État décide de ne pas faire de transhumanisme, il ira d'ailleurs, puisque les marchés sont ouverts.
et que tout est possible. Si on ne peut pas le faire là, on le fera ailleurs. Hein, les mères porteuses, c'est un peu la même chose, etc. etc. Voilà, dans le monde mondialisé, ce que ça veut dire. La situation est juste hors de contrôle. C'est ça qu'il faut bien intégrer. Et c'est pas rassurant. Ça, c'est clair que c'est pas rassurant. C'est bien pour ça qu'il faut poser et aller vers une nouvelle civilisation et poser les bases d'une nouvelle civilisation. C'est pas petit, certes, mais il n'y a pas d'autre alternative. L'alternative, c'est la barbarie. Alors, je passe au sujet suivant. Néofascisme, l'exemple de la viande de cheval. Bon alors, néofascisme, j'en ai déjà parlé également. Je m'inscris, toujours pareil, dans la filiation de Michel Clouscar, qui en a posé la définition et qui a expliqué, enfin, bon, même dans les aspects psychologiques, ce que ça veut dire. Enfin, là, je vous renvoie vraiment à ces ouvrages qui sont vraiment éclairants à ce sujet, même si parfois un peu ardus. Donc, quelques rappels sur le néofascisme. Historiquement, il y a le fascisme, hein, donc le fascisme qui vient d'extrême droite, hein, dans les années 1930, qui était en fait une option pour sortir de situations de blocage. Situation de blocage politique conjuguée à une situation de blocage économique. Situation dans laquelle le néolibéralisme est en train de se trouver aujourd'hui. Situation à la fois de blocage politique et économique. Et le fascisme, alors dans les années 30, c'était le fascisme d'extrême droite, qui a été valorisé par le système, si on peut l'appeler comme ça. Mais les néofascismes, il y a une définition plus large que ça. Les néofascismes, les mêmes, il y a aussi l'extrême droite, mais je dirais qu'ils sont complètement marginalisés, ils sont assez peu significatifs aujourd'hui, je dirais. Mais les néofascismes d'aujourd'hui, ce sont ceux d'extrême gauche d'une part, et ce que j'appelle également d'extrême centre. C'est-à-dire l'extrême gauche, bon, on voit bien ce que c'est, hein, les black blocs, ce qu'ils s'appellent les antifas, etc., qui ont les mêmes méthodes fascistes, du coup de poing, de la violence. Hein. C'est une des choses qui caractérise le fascisme, c'est sa violence, évidemment, et sa vindicte et son refus de débattre, par exemple. Voilà, un ensemble de fascistes. Alors, il peut se positionner à l'extrême droite, à l'extrême gauche, mais aussi à l'extrême centre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est au centre? C'est ce qui ne se positionne pas sur l'axe droite-gauche, si vous voulez. Hein, les écologistes, par exemple, ou les animalistes. Hein, ce sont des gens qui se situent au centre, puisque dans, je dirais, ce qui détermine la droite et la gauche, c'est un petit peu le conservatisme ou le progressisme, ou les classes dominantes contre les classes dominées, si vous voulez. Hein. On se situe un petit peu dans cet axe-là. Or que l'extrême centre, lui, il se met sur un autre terrain qui n'est pas positionnable par rapport à ça. Donc, par exemple, l'écologie en est un exemple. Les animaux, c'en est un autre exemple. C'est ce que j'appelle le centre, puisqu'il se retrouve pile au centre, hein, on voit bien d'ailleurs les écologistes qui basculent un petit peu des deux côtés, et l'extrême centre, c'est ceux qui sont intégristes et qui usent des mêmes méthodes, c'est-à-dire de la violence, de la vindicte et du refus de débattre, et c'est ce que nous allons voir juste après, c'est le point commun principal, c'est attaquer de ces fascistes et de ces néofascistes, c'est d'attaquer la liberté, d'attaquer les libertés. Ça, c'est vraiment le point commun fondamental. Quand vous avez des gens qui se mettent à attaquer la liberté, les libertés, et de façon, très vindicative, violente, voilà, et voilà le signe indubitable d'un fascisme ou d'un néofascisme. Néofascisme, voilà, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Attaquer la liberté, attaquer les libertés. C'est le point commun des fascistes. En tant que tel, hein. Par exemple, et voilà, et j'en viens donc à l'exemple d'aujourd'hui, interdiction de la viande de cheval.
il y a un mouvement aujourd'hui qui se fait jour depuis un certain temps déjà et qui essaye d'avancer pour interdire la consommation de viande de cheval. Alors, le biais pour y arriver, comme ils savent qu'ils risquent d'avoir des difficultés à le faire en tant que tel, puisque ça se verrait, c'est de fait de faire classer le cheval comme un animal de compagnie en France. Hein. Et donc, s'il est classé comme animal de compagnie, eh bien, on ne peut plus le consommer. Il doit y avoir une loi qui classe les animaux de compagnie en France comme ne pouvant pas faire l'objet sans doute de marchandisation ou de consommation, tout du moins, de la viande. Voilà. Donc, ces gens-là, ils militent pour classer le cheval comme animal de compagnie, et comme ça pour interdire à tout le monde de consommer du cheval. C'est assez paradoxal pour des gens qui, à l'époque de mai 68, disaient interdit d'interdire. Hein. Je vous renvoie pareil à l'émission de mercredi dernier qui explique justement ce mot d'ordre interdit d'interdire et pourquoi il était sorti et quelle était sa fonction. Et comment je le sais? Parce qu'en fait, moi je suis un consommateur de cheval puisque c'est une des meilleures viandes, hein, une des plus riches en fer, des moins grasses et des plus goûteuses. Et c'est que les bouchers ont des difficultés pour se procurer de la viande de cheval ces derniers temps. Parce que justement, il y a pression des associations pour qu'on ne consomme pas de cheval. Alors, attention, entendons-nous bien. Je parle de la consommation de la viande de cheval. Ça ne veut pas dire qu'il faut que les chevaux ils soient abattus, comme tout animal d'ailleurs. Ils doivent être respectés dans toute la production de la viande, que ce soit quand ils sont en vie ou au moment de l'abattage. Il faut que la dignité de l'animal soit respectée. Ça, c'est normal, c'est des êtres sensibles, voilà. Mais c'est pas du tout une défense de ça. Il faut absolument bien traiter les animaux, ça, c'est pas une question. Mais c'est pas une raison pour qu'on s'arrête de manger du cheval. À ce moment-là, on peut dire tout est comme ça. Et à ce moment-là, si on mange de l'herbe, on va couper l'herbe. L'herbe, on lui fait du mal à l'herbe. C'est sans limite, si vous voulez. Donc voilà. Et donc là, en fait, pour voir ça, il y a un principe simple. C'est de dire, si vous n'aimez pas quelque chose, libre à vous. Moi, j'empêche pas les gens qui n'aiment pas la viande de cheval de ne pas en manger, qui aiment le cheval, les chevaux, qui ne veulent pas. Moi, je les laisse libres de ne pas manger. Mais n'empêchez pas les autres d'en manger s'ils le veulent. C'est ça la liberté. La liberté, c'est ma liberté s'arrête où commence celle des autres, ou une autre formule, c'est la liberté des autres étant la mienne. Voilà. C'est deux formules que je fais miennes, pour le coup, mais n'interdisez pas des choses que si vous les aimez pas. Les gens qui veulent manger, qui sont véganes ou des choses comme ça, pourquoi pas? Moi, libre à eux. Attention, enfin, bon, après, faut pas non plus que ça ait des impacts sur leurs enfants ou des choses comme ça. Attention, de ne pas imposer des choses aussi qui sont de leur propre opinion à d'autres, à des tiers. Et on est précisément dans cet exemple-là. La liberté. On en revient à ça. Et demain, parce que si on continue comme ça, mais non seulement on va interdire la viande de cheval, mais on entend déjà une petite musique dire « Ah ouais, mais la viande, c'est pas bien, il faudrait manger moins de viande, il faudrait réduire la consommation de viande, etc. » Vous voyez? On arrive, et voilà. Et donc demain, on va interdire la viande. Il y en a qui le proposent, hein. On continue, on peut interdire la chasse. Moi, la chasse, personnellement, je ne suis pas chasseur, je ne suis pas fan de la chasse, etc. Mais il y a des gens qui aiment bien la chasse ou la pêche ou ce genre d'activité. Libre à eux. Moi, je ne pratique pas la chasse. Je ne pense pas que je la pratiquerai un jour, mais ça ne me gêne pas que d'autres gens le fassent. C'est la liberté, ça fait partie des choses normales. Ils ne torturent pas quand les chasseurs chassent. Bon, après, il faut peut-être voir certaines pratiques qui peuvent être cruelles dans la chasse. Bon, ça, c'est autre chose. Mais la chasse pratiquée normalement et je dirais, est quelque chose de naturel en plus. Mais on peut aller plus loin. On peut interdire les partis politiques. Rigolez pas. Moi, je l'ai entendu. Dans des réunions, j'ai entendu les partis politiques. Ah, les partis politiques, c'est ce qui empêche la démocratie, etc.
On pourrait peut-être interdire les partis politiques. Ah oui. Si on dit que c'est ce qui compte, ce qui va contre la démocratie. Et puis on peut même aller plus loin. Interdire des opinions. Ah, excusez-moi, c'est déjà fait. Il y a déjà des opinions qui sont interdites. Alors, je vais finir comme toujours par un hommage à des victimes des barbaries. Mia, 19 ans, tabassée par 3 hommes à Nîmes. Et elle nous dit, il ne faut pas avoir honte, il faut parler. Et c'est pour ça que je montre sa photo, puisque en cela je suis ses volontés. Parce qu'elle veut témoigner, elle veut dire, voilà ce que j'ai subi. Je ne veux pas avoir honte et il faut parler. Avant cela, avant qu'elle se fasse tabasser, ces 3 hommes lui avaient dit « T'es bonne », puis elle s'était fait traiter de « sale pute » alors qu'elle promenait son chien. Un chauffeur de bus de la ligne 133 de la RATP a été tabassé par un groupe dans la soirée du 25 août à Dugny, en Seine-Saint-Denis. Les coupables ont écopé de 14 et 12 mois de prison, la moitié avec sursis et le reste aménageable. La photo, là, c'est le chauffeur de bus que l'on voit au sol. En train de... Parce que la scène a été filmée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour ces chroniques des barbaries, cette chronique des barbaries. Mercredi de l'espoir, mercredi prochain, 16 septembre. Alors septembre, août, il y a une coquille, là, août est resté à 18 h, donc c'est le 16 septembre, hein, c'est pas le 16 août, c'est bien le 16 septembre. Le thème est encore à définir. Eh bien, je vous invite de nouveau à passer à l'initiative, à vous aussi vous battre pour pas que nous ayons vers la barbarie, et que la seule façon de le faire, c'est d'ouvrir un espoir, donc d'ouvrir un espoir civilisationnel, parce que notre civilisation est plus que malade, elle est décadente, et donc d'aller de l'avant et d'être optimiste et d'ouvrir vraiment un nouvel espoir. À mercredi prochain, à la semaine prochaine. Au revoir.